Sous le soleil brûlant d'Ouagadougou, une proposition de 450 millions de dollars repose sur la table du Conseil. Elle promet de moderniser l'agriculture du Sahel, mais en échange de semences importées, d'une surveillance numérique et d'une logistique contrôlée par des partenaires étrangers. Ibrahim Traoré se lève et déclare calmement: le Burkina Faso cultivera ses propres graines. Nous ne vendons pas notre souveraineté pour du soja. Ce refus était-il une imprudence politique ou le moment où l'Afrique a appris à dire non sans trembler ? Ce jour-là, Ibrahim Traoré n'a pas seulement refusé un contrat, il a déclenché un test de souveraineté. En rejetant l'aide américaine, le Burkina Faso s'est engagé dans une expérience risquée. Prouver qu'une nation du Sahel peut nourrir son peuple sans dépendre d'aucun parrain étranger. La promesse était simple mais immense. Transformer la terre aride en force politique. Pour les partisans de Traoré, c'était une renaissance. Pour ses détracteurs, une imprudence calculée. Car derrière chaque hectare cultivé se cache la question la plus chère à toute nation. Qui possède la semence décide du futur. Les enjeux dépassèrent des frontières. Washington craignait une contagion idéologique, Bruxelles observait en silence, tandis que dans les villages du Sahel, des paysans gravaient le mot « liberté » sur des sacs de jute. Le pari de Traoré reposait sur une conviction. La dignité d'un peuple ne se mesure pas en subventions, mais en récolte née de ses propres mains. Et c'est à partir de cette promesse que commence le véritable récit du Burkina Faso. Le chiffre avait circulé dans les couloirs du pouvoir, 450 millions de dollars sur 5 ans. Sur le papier, l'offre semblait généreuse, semences, engrais, équipements, formation. Mais lorsqu'Ibrahim Traoré lut la 3e clause, un silence s'abattit sur la salle. Elle stipulait que toutes les graines de soja devaient être génétiquement modifiées et autorisées par une entreprise américaine. Ce fut le moment du mini-révélateur. Sous le vernis du développement se cachait un contrôle méticuleux, une souveraineté négociée à la ligne fine. Les données agricoles, la logistique portuaire, même les analyses de sol auraient appartenu à Washington. Pour le président burkinabé, cela revenait à confier la clé du grenier national à un partenaire qui déciderait quand ouvrir la porte. Alors il choisit le silence avant la rupture. Le soir même, devant son cabinet, Ibrahim Traoré prononça ces mots retransmis à la radio. Nous cultiverons ce que nos ancêtres ont cultivé. Nous construirons ce que nous mangerons. En quelques heures, la phrase fit le tour du pays. Les jeunes la taguaient sur les murs, les animateurs de radio la répétaient comme un refrain. Une nouvelle devise naissait, la souveraineté d'abord. Dans les champs, la réaction fut immédiate. Des agriculteurs qui avaient vu les récoltes échouer à cause d'engrais importés racontaient leurs cicatrices. Des femmes, jadis endettées par les programmes d'aide, y voyaient une revanche sur l'histoire. Et dans les capitales voisines, on observait ce geste inédit, une petite nation africaine qui disait non, calmement mais définitivement. Pour Traoré, ce n'était pas une provocation, mais une restauration. Il voulait prouver que la dignité pouvait être cultivée, comme le mil ou le maïs. Ce soir-là, tandis que les journaux du monde titraient « Burkina Faso rejette l'aide américaine », un pays tout entier redécouvrait le goût du mot « indépendance ». Au lendemain du refus, la première voix à s'élever ne fut pas celle d'un ministre, mais d'une agricultrice. Maretou, 48 ans, cultivatrice de la province de Sicile, se souvenait des camions d'engrais étrangers qui avaient brûlé ses terres. « Notre sol rejette ce qui ne lui appartient pas », dit-elle sur une radio locale. En quelques heures, sa phrase devint un proverbe populaire. La terre se souvient de son propriétaire. Ce témoignage fit plus pour le mouvement que n'importe quel discours officiel. Dans les villages, des coopératives commencèrent à se former spontanément. Des jeunes quittaient les villes pour revenir cultiver. Le ministère de l'Agriculture, surpris par l'ampleur de la mobilisation, lança un plan d'urgence baptisé Farm Sovereignty Act. 2,5 hectares pour les cultures locales, 12 pépinières de semences et 3 usines de transformation. Ibrahim Traoré, lui, choisit d'en faire un symbole. Plutôt qu'un communiqué diplomatique, il apparut à la télévision, une poignée de terre dans la main. « Voici notre véritable richesse », dit-il, le ton calme mais tranchant. Ce geste, simple et sans mise en scène, fut repris dans tout le Sahel. Des prêtres l'évoquaient dans leurs sermons, des enseignants dans leurs classes. Le message avait dépassé la politique, il touchait à l'identité. Pour la première fois depuis des décennies,
Un dirigeant africain semblait parler avec la langue du paysan plutôt qu'avec celle des donateurs. Et dans ce miroir inattendu, les Burkinabés se reconnurent. Ce n'était plus seulement une décision économique, c'était une déclaration intime, une reconquête du regard, une promesse silencieuse mais profonde. Nous planterons ce qui nous libère. Le déclencheur fut immédiat. Dès l'annonce du refus, les ambassades occidentales demandèrent des explications. À Washington, le département d'État parla d'un malentendu regrettable. Mais à Ouagadougou, la rue célébrait. Les radios diffusaient en boucle le discours d'Ibrahim Traoré. Les jeunes taguaient ferme la souveraineté d'abord sur les murs, et les marchés vibraient d'un nouveau mot d'ordre, manger libre. Dans les jours suivants, le gouvernement réaffirma sa position. Pas de report, pas de négociation. Le Burkina Faso refuserait toute aide conditionnée à des semences génétiquement modifiées. Les États-Unis suspendirent certains programmes agricoles secondaires, espérant un recul discret. Mais le contraire se produisit. Le refus devint un signal. Au Mali, des syndicats agricoles félicitèrent le courage burkinabé. Au Niger, des débats parlementaires évoquaient déjà la création d'une banque régionale de semences. Puis vint le point culminant, la première récolte. Moins d'un an après la rupture, les champs burkinabés produisirent un soja local plus petit, mais plus résistant à la chaleur du Sahel. Les rendements dépassèrent les prévisions de 12%. Les médias internationaux, d'abord sceptiques, commencèrent à parler d'un modèle de résilience. Sur le plan intérieur, le gouvernement redirigea les revenus de l'or national vers le financement agricole. Traoré résuma la philosophie en une phrase. « Nous plantons de la richesse, pas de la dette ». La réussite technique devint un tournant politique. Les agriculteurs prirent confiance, les coopératives s'étendirent et les villages redevinrent des centres d'activité. La fierté collective, plus que les chiffres, transforma le paysage. Les économistes appelaient cela le capital de dignité. Mais pour les Burkinabés, c'était simplement une respiration après des décennies de dépendance. Le retentissement dépassa les frontières. Des journaux brésiliens titrèrent « Une nation choisit la faim plutôt que l'humiliation ». À l'Union africaine, des diplomates demandèrent « Si le Burkina Faso peut survivre sans le soja américain, pourquoi pas nous ?» Les lobbies agricoles américains alertèrent le Congrès. Si le discours de la souveraineté se propageait, 3,2 milliards de dollars d'exportation vers l'Afrique de l'Ouest pourraient être menacés. Pour Ibrahim Traoré, la bataille dépassait les chiffres. Il la décrivit comme un combat moral entre dépendance et dignité. Et tandis que les commentateurs occidentaux parlaient de populisme agricole, les pays du Sud y voyaient une révolution silencieuse, une révolte née non pas dans la rue, mais dans les champs. Lorsque la première cargaison de soja local atteignit les marchés de Ouagadougou, il n'y eut ni triomphe ni discours. Seulement des mains calleuses, des sourires discrets et une certitude partagée, le Burkina Faso venait de semer sa liberté. Tout commença avec une simple comparaison, de 0 à 200 000 hectares cultivés localement en 18 mois. C'était le baseline delta qu'Ibrahim Traoré aimait citer, une croissance née sans un seul dollar d'aide étrangère. En chiffres, cela représentait une augmentation de près de 320% de la surface agricole destinée aux cultures vivrières depuis le refus de 2024. Mais derrière ces pourcentages se cachait autre chose, une économie morale où chaque hectare récupéré devenait un acte de souveraineté. La seconde donnée concernait les rendements du soja local, baptisé B du Faso. Les analyses du ministère de l'Agriculture montrèrent une moyenne de 1,8 tonnes par hectare contre 1,6 pour les semences importées. Un écart modeste sur le papier, mais décisif pour la perception publique. Cela signifiait que la terre du Sahel, jugée trop pauvre par les experts étrangers, pouvait nourrir seuls ses habitants. Les stations de radio résumaient ainsi le constat. Le sol n'a jamais été faible, il a juste été ignoré. La troisième mesure vint du ministère des Finances. En réaffectant près de 9% des revenus miniers au secteur agricole, le Burkina Faso réussit à financer son plan sans endettement extérieur. L'effet domino fut visible. Les importations d'engrais chutèrent de 45% et le déficit commercial agricole diminua de 18%. Ces chiffres, relayés par la presse africaine, servaient à prouver qu'un modèle endogène pouvait être viable sans les instruments classiques de l'aide. Mais au-delà des statistiques, le message restait politique.
Ibrahim Traoré n'affichait pas ses résultats comme un trophée, mais comme une démonstration d'indépendance méthodique. Chaque rapport ministériel était présenté publiquement, chaque contrat publié en ligne. La transparence devint une arme diplomatique. Plus aucun bailleur ne pouvait prétendre offrir ce que le pays produisait déjà. Les observateurs étrangers reconnurent la portée du geste. À Abidjan, un économiste ivoirien parla de l'effet miroir du Faso. Au Sénégal, un éditorial salua le retour de la logique du sol. Et à Washington, une note interne de l'USAID conclut « L'aide comme levier d'influence atteint ses limites face à un nationalisme productif ». Pour le Burkina Faso, ces données n'étaient pas qu'un succès momentané. Elles formaient une base mesurable, une preuve que la souveraineté pouvait se quantifier. 3 chiffres simples, 200 000 hectares, plastron à 120% individualitera, étaient devenus une narration politique. Et derrière eux, la conviction qu'un peuple pouvait, par la statistique autant que par la sueur, reconquérir son destin. Les nombres, disait Traoré, ne sont pas des symboles, ce sont des racines. Sous cette phrase, gravée sur un panneau de campagne, le pays apprenait à compter autrement, non plus en dollars reçus, mais en semences germées. Les critiques n'ont pas tardé. Pour les observateurs occidentaux, la décision d'Ibrahim Traoré relevait d'un idéalisme dangereux. Sans l'aide américaine, disait-il, le Burkina Faso risquait la pénurie et l'isolement diplomatique. Les chaînes économiques parlaient de autarcie suicidaire, évoquant les sécheresses passées et le manque d'infrastructures. Dans cette lecture, refuser 450 millions de dollars équivalait à priver une nation pauvre d'oxygène. Le camp opposé voyait les choses autrement. Pour de nombreux intellectuels africains, le refus représentait une rupture salutaire. Il rappelait que depuis 30 ans, les programmes d'aide avaient souvent détruit les marchés locaux et piégé les paysans dans une spirale d'endettement. En refusant les semences génétiquement modifiées, Traoré ne s'attaquait pas à la science, mais à la dépendance systémique qu'elle imposait. Un éditorial brésilien titra même « Mieux vaut une récolte libre qu'une aide sous condition ». Entre ces deux visions, le débat s'enflamma. Les experts de la Banque africaine de développement soulignèrent que la souveraineté agricole ne pouvait réussir qu'avec des politiques publiques rigoureuses, irrigation, stockage, distribution. Mais à Ouagadougou, ces recommandations ne furent pas ignorées, elles furent intégrées. Le gouvernement lança une série de coopératives expérimentales financées par les revenus miniers et surveillées par les universités locales. Objectif : prouver que l'autonomie ne signifiait pas isolement, mais gouvernance interne du progrès. Le temps, finalement, donna un début de réponse. 1 an après la rupture, les statistiques montraient une croissance de 87% du PIB agricole et une baisse notable des importations d'engrais. L'économie n'avait pas explosé, elle s'était réorientée. Et sur le plan symbolique, le pays gagna plus qu'il ne perdit une identité. Dans une interview rare, Ibrahim Traoré conclut « Ceux qui pensent que nous rejetons le monde se trompent. Nous rejetons seulement le prix de notre dignité. » Ce n'était plus une défense, c'était un contre-argument mesuré, chiffré et irrécusable. La liberté germe dans le silence. C'est ainsi qu'Ibrahim Traoré résuma le moment charnière de son projet. Au milieu de l'année 2025, alors que les critiques se multipliaient à l'étranger, le Burkina Faso inaugura sa première banque nationale de semences locales. Un bâtiment modeste à Koudigou, mais un symbole immense. La souveraineté avait désormais une adresse physique. Les visiteurs y découvraient des variétés anciennes de mil, de sorgho et de niébé, soigneusement répertoriées par des scientifiques burkinabés. Chaque graine racontait une histoire d'adaptation, de survie, de mémoire. Le geste était discret, mais il redéfinissait l'équilibre du pouvoir. Ce que Washington appelait une perte d'influence, Ouagadougou le nommait indépendance mesurable. Sur les réseaux sociaux, les images d'Ibrahim Traoré, bottes couvertes de poussière, soulevant une poignée de terre, devinrent virales. Les jeunes citaient sa phrase « Ce n'est pas bruyant, ça pousse ». Ce moment marqua la bascule du récit, d'un acte de défi à une expérience de reconstruction. Le monde voyait désormais non pas un refus, mais une alternative. Et dans ce basculement tranquille, une vérité s'imposait. La dignité, une fois semée, ne se négocie plus.
Au niveau national, 6 mois après le lancement du Farm Sovereignty Act, le paysage du Burkina Faso avait changé. Les champs, autrefois dépendant des livraisons étrangères, affichaient des pancartes artisanales, produits du Faso. Les importations de soja chutèrent de 60%, réduisant la facture alimentaire de près de 40 millions USD. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres n'étaient pas un triomphe, mais une validation. Nous prouvons que la dignité peut être comptée. Le pays avait retrouvé le contrôle de sa chaîne de valeur, de la graine jusqu'à la farine. Sur le domaine économique, la réorientation budgétaire transforma les équilibres internes. Les coopératives agricoles bénéficièrent de crédits à taux zéro financés par les réserves d'or nationales. En moins d'un an, plus de 40 000 nouveaux agriculteurs s'enregistrèrent, entraînant une baisse du chômage rural de 7%. Les industries locales d'huile et de textile, qui dépendaient autrefois des importations, commencèrent à acheter burkinabé. Le Made in Faso devint un label régional, étudié à Abidjan et Bamako comme modèle de relocalisation circulaire. Dans la dimension sociétale, dans les villages, la fierté se traduisait par des actes simples. Repeindre les silos, rouvrir les greniers communautaires, relancer les écoles agricoles. Des prêtres prêchaient que chaque champ est une prière, une phrase devenue slogan national. Les femmes, souvent premières touchées par la dépendance alimentaire, prirent en la tête des coopératives. Elles formèrent des greniers solidaires destinés à stabiliser les prix et à partager les excédents. L'effet social fut immédiat. La confiance collective se substitua à la peur de manquer. Sur la portée régionale et géopolitique, au-delà des frontières, le syndrome Traoré s'étendit. Le Mali lança son programme Sol d'abord, le Niger établit sa première banque de céréales, et le Sénégal annonça un audit de ses semences importées. À Washington, les think tanks parlaient désormais de fatigue de l'aide. Mais en Afrique, on évoquait une renaissance du sol. Le FMI dut reconnaître, dans un rapport discret, que le Burkina Faso était devenu un cas d'école de résilience souveraine. En moins de 2 ans, un geste jugé symbolique avait produit des effets mesurables. Croissance agricole de 4,7%, réduction du déficit commercial, cohésion sociale renforcée. Pour les analystes, le pays venait d'inventer une diplomatie silencieuse, celle de la terre. Et dans les mots d'Ibrahim Traoré, souvent répétés à la radio, résonnait l'idée qu'il y ait tout. La souveraineté n'est pas un rêve, c'est une récolte. Dans le scénario de base, celui de la consolidation silencieuse, dans les 12 prochains mois, le Burkina Faso devrait poursuivre la stabilisation de son modèle agricole. Le Farm Sovereignty Act atteindra sa pleine capacité, 200 000 hectares en production, 12 pépinières de semences et un réseau coopératif présent dans chaque province. Les premières récoltes serviront à alimenter les cantines scolaires et à renforcer la sécurité alimentaire urbaine. Ce scénario réaliste suppose une croissance agricole moyenne de 4 à 5%, sans choc climatique majeur. Pour Ibrahim Traoré, ce rythme lent mais maîtrisé reste la meilleure preuve de viabilité. Dans le scénario optimiste, celui de l'effet d'entraînement régional, dans la version haute, le modèle burkinabé deviendrait contagieux. Des alliances agricoles se dessineraient avec le Mali, le Niger et le Ghana, formant une alliance du Sahel souverain. L'Union africaine pourrait y voir un levier pour repenser sa politique alimentaire avec un fonds commun pour la recherche sur les semences endogènes. Les investissements asiatiques, notamment chinois et indiens, se multiplieraient sous forme de partenariats techniques sans clause politique. Ce scénario verrait le Burkina atteindre 7% de croissance agricole avec un statut de pionnier continental. Dans le scénario pessimiste, celui de la tension de la transition, mais la dépendance a des réflexes longs. Une mauvaise saison ou une inflation prolongée pourrait fragiliser la cohésion sociale. Les prix urbains augmenteraient, poussant les classes moyennes à réclamer un retour partiel de l'aide étrangère. Les partenaires occidentaux profiteraient alors des divisions internes pour proposer de nouveaux programmes de coopération révisés. Le risque principal ne serait pas économique mais politique, la lassitude face à la lenteur du changement. Entre ces 3 chemins, Ibrahim Traoré répète une maxime simple : nous choisissons la difficulté qui libère, pas la facilité qui soumet. L'avenir du Burkina Faso dépendra moins de la météo que de cette endurance morale. Car dans un monde où la dépendance s'achète,
la vraie richesse pourrait bien être la patience d'un peuple à cultiver son autonomie. Pour le groupe des Burkinabés ordinaires, dans les villages du Faso, la révolution agricole s'est transformée en histoire personnelle. Des mères enseignent à leurs enfants comment trier les graines, comme on transmet un héritage. Des jeunes, autrefois tentés par l'exil, découvrent la fierté de rester. Nous n'avons pas de pétrole, mais nous avons de la terre, disait un agriculteur de Koudigou. C'était plus qu'une phrase, c'était une identité retrouvée. Pour le regard extérieur, au-delà des frontières, les opinions changent. Des étudiants brésiliens citent le Burkina Faso comme le laboratoire de la souveraineté alimentaire. À Nairobi, des associations paysannes traduisent les discours d'Ibrahim Traoré en swahili pour leurs ateliers. Et dans les rédactions européennes, la question revient: comment un pays de 20 millions d'habitants a-t-il pu bousculer la diplomatie de l'aide par la seule force d'un refus ? L'histoire du Faso inspire parce qu'elle renverse la hiérarchie morale entre donateurs et bénéficiaires. Pour l'écho individuel, pour chaque spectateur, cette histoire résonne comme un miroir intime. Elle interroge: qu'est-ce que la liberté ? Si elle dépend du pain qu'on vous donne. Elle rappelle que la dignité ne naît pas du confort, mais du choix conscient de produire, même au prix du doute. Les visages burkinabés que l'on voit à l'écran, mains couvertes de poussière, regard calme, semblent dire la même chose. La liberté n'a pas besoin d'être forte, elle a besoin d'être semée. À l'étape de structurer la base, le gouvernement burkinabé a lancé un calendrier précis. D'ici fin 2026, toutes les provinces devront disposer d'au moins une coopérative souveraine agréée. Chaque coopérative doit former 10 apprentis par saison agricole. Objectif: créer 100 000 nouveaux agriculteurs qualifiés en 3 ans. Ibrahim Traoré a insisté: ce plan ne dépendra pas de la pluie, mais de la rigueur. À l'étape d'industrialiser localement, le Faso Food Programme prévoit la construction de 3 usines de transformation d'ici 2027, financées par les revenus de l'or et les taxes minières. Les équipements seront fabriqués ou assemblés sur place. L'objectif est clair: réduire de 55% les importations de produits semi-transformés et créer une chaîne agro-industrielle 100% nationale. À l'étape de mesurer et partager, un système de suivi digital développé par l'université de Ouagadougou permettra de publier les indicateurs de production en temps réel. Chaque coopérative aura une page publique affichant ses rendements, ses dépenses et ses formations. Cette transparence vise à bâtir la confiance. Le peuple surveille sa propre souveraineté. À l'étape de répliquer le modèle, à moyen terme, le Burkina Faso compte présenter son modèle d'autonomie agricole à l'Union africaine. Traoré souhaite qu'il devienne une doctrine du sol pour les nations du Sahel. Les experts parlent déjà d'un plan continental de résilience, inspiré par le principe simple: la liberté commence par ce que l'on plante. Quand Ibrahim Traoré retourna à Koudigou, le soleil se couchait sur les champs qu'il avait visités un an plus tôt. Là où s'élevaient jadis des sacs d'engrais importés, on voyait désormais des rangées de soja local, marquées d'une simple étiquette rouge, produit du Faso. À ses côtés, Maretou, l'agricultrice qui, la première, avait dit que la terre se souvient de son propriétaire, lui tendit une poignée de graines. Elles viennent du même sol, mais d'un peuple différent, murmura-t-elle. Traoré sourit, les bottes couvertes de poussière, et répondit: voici à quoi ressemble la liberté. Elle pousse. Cette phrase, diffusée le soir même à la télévision nationale, devint le symbole d'un pays qui s'était relevé sans bruit. Ce n'était plus une histoire d'économie, ni de diplomatie. C'était une leçon d'endurance. Dans les écoles, les enfants l'écrivirent sur les murs. Dans les églises, les prêtres la citèrent comme prière. Le Burkina Faso venait de redéfinir la victoire. Non pas gagner contre quelqu'un, mais grandir par soi-même. La liberté ne se réclame pas, elle se cultive. Cette histoire ne parle pas seulement du Burkina Faso, elle parle de chaque nation, de chaque communauté, de chaque être humain qui choisit de se tenir debout. Quand Ibrahim Traoré dit « Nous planterons ce que nous mangerons », il ne défendait pas une frontière, mais une idée, que la dignité commence au sol. Si cette conviction vous touche, partagez-la. Écrivez dans les commentaires ce que représente pour vous la liberté. Un chant, un geste, une décision.
Parce qu'une graine n'a de sens que lorsqu'elle se transmet. Et qu'aucun pays, aussi petit soit-il, ne devrait dépendre d'une permission pour se nourrir. Le monde a besoin de voix qui sèment, pas de mains qui mendient. Et si cette vidéo vous a inspiré, restez. La prochaine récolte n'aura peut-être pas lieu dans un champ, ni que dans une idée. Car parfois, la terre la plus fertile, c'est la conscience.